This podcast is brought to you by the School of Advanced Study, University of London. Alors, merci beaucoup déjà pour m'avoir invité. Vous avez droit à l'accent italien en français, à un PowerPoint en anglais qui ne parle pas italien, mais donc ça va rester plus ou moins stable avec de l'anglais. Je vais parler quand même en français, même si l'ouvrage est en anglais. Je vais parler de certains aspects, je ne vais pas évoquer tout l'ouvrage. Vous êtes surtout spécialiste des mondes britanniques. J'ai jamais été directement spécialiste des mondes britanniques, comme on le disait. J'ai surtout travaillé sur la Russie, en réalité. Et puis je me suis déplacé au fil du temps, sans quitter la Russie, vers l'océan Indien. Mais dans les deux cas, heureusement ou malheureusement, j'ai toujours affaire à la France et à la Grande-Bretagne, pas d'autres parties d'Europe, d'accord ? Et si vous voulez, ça a été un peu toujours le pari de mes travaux, et même celui-ci. Je n'aime pas me cantonner dans les définitions a priori des aires culturelles, même si à l'origine je venais d'une aire culturelle. Je l'ai quitté exactement pour cette raison, donc l'aire culturelle russe. Et l'ambition est toujours de garder un peu de savoir-faire qui vient des aires culturelles. C'est plus facile pour la Russie parce qu'il y a des textes en russe. Pour l'océan Indien, ça dépend des sujets, comme vous le savez. Vous travaillez sur les religions, vous avez beaucoup de sanskrit. Vous travaillez sur d'autres sujets et vous pouvez avoir recours aux différentes langues arabes. Sur les immigrants, j'accepte a priori les limites, ça sera des sources occidentales. Donc, il faut bien prendre en compte cet élément. Et je trouve que à partir de ces sources, on peut poser certaines questions, pas toutes, et on peut y répondre d'une certaine manière à condition qu'on soit conscient que ce sont des sources occidentales. D'accord ? Mais ce qui m'intéresse, c'est la manière de repérer, comme on dit parfois en anglais, des prises de parole, des voices différentes, même à l'intérieur des sources coloniales. C'est un vrai sujet, comme vous le savez, notamment pour l'Inde et pour l'Afrique. Il se pose moins pour d'autres contextes. Indianistes et africanistes sont ceux qui sont le plus concernés par ce que des sources coloniales. Et du coup, l'attention est plus importante et je trouve que c'est un élément essentiel dans toute discussion sur ces domaines. Donc, première chose, je n'isole pas une partie de l'océan Indien de certaines parties de l'Europe, mais je les vois en connexion. Ce qui m'intéresse, c'est les liens entre les deux. Donc, précisément parce que j'utilise ce genre de sources, les questions que je vais poser, les éléments que je vais étudier, ce sont plutôt ceux des circulations et des connexions entre France, Grande-Bretagne et une partie de l'océan Indien. Okay ? Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième chose, puis je vais arrêter avec les précautions méthodaux. Deuxième chose, j'essaie de me placer dans une perspective qui est à la fois différente des théories de la dépendance, subaltern studies et tout ce que vous voulez, c'est-à-dire manque de prise de parole des réalités locales, dépendance stricte, je vais expliquer pourquoi. Et de l'autre côté, même si je mets en relation des aires différentes, je tiens à éviter une définition globalisante excessive. On me qualifie d'histoire globale, je rien contre. On me qualifie plus d'histoire économique, je n'ai rien contre. Donc, au-delà de ces questions de définition, ce qui m'intéresse, c'est de ne pas entrer dans une globalisation assez plate et qui n'explique rien. D'accord ? Donc, ce qui m'intéresse, c'est des connexions. Après, on peut discuter si on parle de global, de transnational ou de connecté. Je trouve qu'en partie, c'est une fausse question, mais on peut en discuter. D'accord ? Mais donc, en tout cas, vous ne trouverez pas le global et on va en discuter, notamment pour les marins, par rapport auquel il y a de plus en plus d'ouvrages qui utilisent le marché des marins pour parler de marché global et globalisation. Et c'est un concept qui est très présent dans l'histoire des marchés maritimes et qui vaut la peine de discuter. D'accord ? Donc, en ce qui me concerne, j'essaierai d'éviter à la fois les subalternes et la dépendance et la globalisation sans autre précision. Ensuite, du point de vue de l'analyse, sur ces questions d'immigration, esclavage marin, comme d'habitude, vous avez des tensions quand même assez importantes entre des approches que je qualifie d'internalistes et qui raccrochent l'histoire plutôt aux humanities, comme on le dit dans les pays anglo-saxons. Donc, on respecte les catégories de l'époque
et on essaie de voir comment les acteurs eux-mêmes définissent ce qu'est liberté, contrainte, etc. Et en même temps, vous savez très bien que dès que vous rentrez dans des questionnements de pourquoi c'est ça et comment on compare, tout de suite les sciences sociales critiquent la démarche purement internaliste en disant comment tu fais pour comparer si tu suis juste les approches des acteurs de l'époque. Mon pari, toujours, est celui qu'on peut internaliser et que l'internalisation n'exclut pas des déplacements dans le temps et donc des comparaisons, mais à partir des catégories des acteurs mêmes. Je vais le voir. On va le voir notamment, tout simplement, pour l'indentured, qualifié pour certains acteurs à certains moments de travail libre, pour d'autres de travail forcé, et c'est les acteurs eux-mêmes qui le font, et on va voir comment ça se déplace et pour quelles raisons. Et donc je ne vais pas rentrer dans le débat si nous devons le qualifier de libre ou de forcé. D'accord ? Donc c'est plutôt ça, mon pari, ça m'intéresse moins de définir moi-même ce qui est libre et qui est forcé, et que j'assume évidemment toutes les critiques qui vont avec. D'accord ? Donc, troisième élément, donc approche plutôt internaliste, et ensuite l'ère qu'on étudie. Alors, il y a d'un côté un aspect spécifique. Quand on étudie la mobilité, les formes de travail contraints dans certaines régions de l'océan Indien, on se retrouve dans une perspective radicalement différente par rapport à l'Atlantique. Alors, cette spécificité de l'océan Indien, on peut la défendre, j'essaierai de la défendre, mais il faut aussi la mettre en contexte historiographique. La spécificité de l'océan Indien, ce n'est pas une invention de nos jours des indianistes. Vous avez le même débat, 18-19e siècle, côté anglais, côté français, c'est un débat déjà présent, avec des implications très importantes, qu'on va voir. C'est du vrai esclavage ou du faux esclavage, ou c'est de la domesticité. Donc les implications sont essentielles. Ce qui m'intéresse, c'est moins de déconstruire, même si j'étais formé en France, même si je suis à l'école de hautes études, la déconstruction, c'est pas tout à fait mon style. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est déconstruire du point de vue de l'historien, mais ensuite, je veux construire, et je veux savoir comment ça marche. D'accord ? Donc là, je ne m'arrêterai pas à la déconstruction. Ce qui m'intéresse, c'est qui disait quoi, pour quelles raisons, mais après, avec quelle implication. Qu'est-ce que ça voulait dire, et qu'est-ce que ça veut dire que c'est différent de l'Atlantique. Il y a des implications très importantes. OK ? Donc, les différences qui sont mises à l'avant pour identifier la spécificité dans ce domaine de l'océan Indien par rapport à l'Atlantique. Parce que pendant longtemps, et encore aujourd'hui, l'UNESCO, par exemple, monte des programmes, donne des financements, à l'île Maurice, par exemple, à condition qu'on retrouve les vrais esclaves. C'est un enjeu diplomatique qui influence les constructions historiographiques de nos jours. Il y a énormément d'études à l'île Maurice, par les Mauriciens, sur l'importance de l'esclavage à Maurice, tout à fait comparable à l'esclavage de l'Atlantique. Simplement, il faut être noir, sinon l'esclavage ne rentre pas dans la catégorie UNESCO. Du coup, il y a les Indiens qui se trouvent en difficulté, les descendants des Indiens. Ils n'aiment pas trop parler de descendance africaine, sauf si on est dans les critères et dans les enjeux de l'UNESCO. Donc, si vous voulez, des identités relativement changeantes aussi à Maurice, justement à cause de ça. D'accord ? Donc, ce n'est pas anodin. Pour notre période, pour 18 et 19e siècle, alors, il y a quand même des différences essentielles au-delà de la déconstruction. La première, c'est que vous n'avez pas que des puissances européennes, comme dans l'Atlantique, qui essaient d'être en concurrence entre elles pour contrôler l'océan Indien. Donc là, c'est une vraie différence. Les puissances locales comptent, et comptent au moins jusqu'à la fin du 19e siècle. Donc il n'y a pas de véritable contrôle, il n'y a pas juste néerlandais, français, britannique et portugais. D'accord ? Donc c'est une première différence. Et on va voir pourquoi cette différence compte. Okay, donc, il n'y a pas de suprématie européenne établie. Deuxième, vous n'avez pas de distinction nette et claire, comme dans l'Atlantique, entre l'esclave associé au chattel slavery, comme dans l'Atlantique, en partant des plantations. Vous avez des formes multiples et variées de la dépendance, d'où les difficultés à qualifier ces formes différentes de la dépendance. S'agit-il d'esclavage ou pas ? Et l'implication encore de nos jours. Quand vous employez le mot esclave, ça revient toujours à la même chose. Faut-il intervenir pour abolir ces pratiques ? Ou bien c'est des relations familiales et donc on n'intervient pas.
Okay? Donc les enjeux sont essentiels, et c'était déjà essentiel à l'époque, on va voir, pour l'abolition de l'esclavage en Inde et dans l'océan Indien. Okay? Donc, qualification des formes de la dépendance. Troisième caractéristique, vous avez, sur la très très longue durée, dans les régions de l'océan Indien, dès le 18e jusqu'à nos jours, une coexistence de développement de marché jusqu'au capitalisme et de travail contraint. Vous avez les mêmes polémiques de nos jours sur le travail enfantin en Asie du Sud-Est. D'accord? D'où une question forte sur la compatibilité entre contrainte et capitalisme. D'accord? Incompatible pour Adam Smith, compatible pour beaucoup d'autres. Et l'océan Indien permet de poser cette question, mais de manière différente par rapport aux Amériques. D'accord? Et sur la très longue durée. Implication de cette spécificité, c'est un point très important, on va le discuter après. La définition à l'époque de ce que ça veut dire souveraineté. Okay? La souveraineté est identifiée par des différents acteurs, à la fois français, anglais, la Compagnie des Indes, les élites coloniales, les pouvoirs locaux, mais la définition de la souveraineté, elle n'est pas du tout d'un côté définition française, de l'autre définition anglaise. Les définitions anglaises sont très pragmatiques, comme les définitions françaises, elles ne sont pas les mêmes dans l'Atlantique et dans l'océan Indien, précisément pour les raisons que je disais avant. Océan Indien, vous avez une définition autre de la souveraineté, comme on fait avec les puissances locales. D'accord? Ce problème ne se pose pas du côté de l'Atlantique, en dehors du 16e, quand on dit, bon, qu'est-ce qu'on fait avec les sauvages? Une fois qu'on a occupé, la question ne se pose plus. Pas de la même manière. D'accord? Tandis qu'elle se pose constamment dans l'océan Indien. Qu'est-ce que ça veut dire souveraineté britannique, par exemple, sur l'Inde, ou sur quelle région de l'Inde? Donc, toutes les tensions autour de direct or indirect rule tournent autour de ça. Est-ce que c'est un contrôle direct ou indirect? Et qu'est-ce que ça veut dire en concret? D'accord? Donc, c'est une perspective radicalement différente avec des définitions autres de qu'est-ce que c'est que la souveraineté, avec un effet de retour en Grande-Bretagne et en France même. D'accord? Comme vous voyez les discussions sur la souveraineté qu'il faudrait un jour faire dans ces allers-retours, c'est très intéressant de voir non seulement l'exportation, moi ça m'intéresse, c'est le flou des deux côtés, mais l'impact d'expérience, par exemple, et dans l'Atlantique et dans l'océan Indien, en Grande-Bretagne même et en France même. Et ça dépend qui est dans quelle position à ce moment-là. D'accord? S'il y a des influences plus ou moins venant de l'océan Indien, plus ou moins de l'Atlantique. D'accord? Donc, c'est un point très important. Une implication majeure pour l'abolition de l'esclavage, la relation entre souveraineté et esclavage. Comme vous le savez, l'idée que si, avant l'abolition de l'esclavage, si des maîtres avec leurs esclaves mettent pied sur le territoire français ou en Angleterre, c'est les mêmes règles, ils sont automatiquement libérés, affranchis. D'accord? Vous connaissez cette histoire. Dès le 18e, donc si on vient des colonies et on débarque en France ou en Grande-Bretagne, automatiquement, l'esclave doit être affranchi. D'où les recommandations de la part de plusieurs autorités. Faites-vous accompagner par quelques esclaves, mais ne débarquez pas avec les esclaves, sinon après c'est un problème pour tout le monde. D'accord? Donc laissez votre esclave sur le bateau, et donc on commence les histoires des eaux territoriales, est-ce que le bateau est indépendant de la loi? On va le voir après. D'accord? Mais cette idée même, et ça c'est une chose que jusqu'à présent personne n'avait évoquée, cette idée même de dire si vous mettez le pied en France ou en Grande-Bretagne, vous êtes libre, ne peut se justifier que si vous considérez l'espace atlantique comme un seul espace juridique. D'accord? C'est l'argument qu'il lève. C'est parce qu'on a le même droit, et donc pas question, tant qu'il reste là-bas et c'est colonie, c'est une chose. Mais si vous débarquez, c'est le droit anglais qui s'impose. Pas question de relativité, etc. C'est le droit anglais. Ok? Cette idée ne peut pas se mettre en pratique dans l'océan Indien. D'accord? Simplement parce que l'idée derrière est que on débat continuellement si les règles britanniques sont valables, oui ou non, dans cet espace. Et là, vous avez, on va le voir, les orientalistes contre les universalistes. Donc, vous n'avez pas un critère universaliste comme dans l'océan Atlantique, mais vous avez beaucoup plus de relativisme. Et du coup,
ce n'est pas un esclave, donc je ne vais pas le libérer, c'est un domestique. Ça vient de l'océan Indien, c'est un domestique. Je ne le classe pas comme esclave. Donc, pas de problème. Et surtout, nous n'avons pas d'autorité pour faire ça, parce que par exemple, même si on a des territoires qu'on contrôle, il y a des élites locales, on respecte les traditions locales, les coutumes, et ainsi de suite. Et encore plus, bien sûr, dans les États indiens qui ne sont pas sous le contrôle direct britannique. D'accord? Donc, la question est beaucoup plus partagée, avec des implications directes et immédiates sur on a franchi ou pas, et de quelle manière. D'accord? L'espace juridique n'est pas le même. Implication, vous savez qu'il y a des grands débats sur qu'est-ce que c'est que le pluralisme juridique. C'est un très vieux débat, il y a eu plusieurs ouvrages, on a discuté beaucoup à partir d'un ouvrage de Lauren Benton, désormais 2000-2002, sur Law in Colonial Context. Ça a provoqué beaucoup de problèmes, mais justement, ça met l'accent sur le pluralisme juridique dans les colonies et la possibilité pour les acteurs de mobiliser des règles de droit différentes. Donc c'est une manière de sortir de « j'ai le droit anglais et je suis le droit anglais dedans ou dehors ». D'accord? Or, ce que je rajoute, c'est que cette question est importante, mais elle ne se pose pas de la même manière dans l'océan Indien, dans différentes régions de l'océan Indien, et par exemple en Amérique latine qu'elle traite, et encore différemment en Afrique. Donc, pluralisme juridique, je suis d'accord, mais ça prend des formes et des contenus complètement différents suivant la période et le lieu. D'accord? Donc on peut partir de ça, mais sans en faire un principe général. Je glisse parce que ça, j'aimerais bien que ça soit comme des questions pour nous à la fin. Sur la définition, c'est un grand débat de nos jours sur l'océan Indien comme une unité. D'accord? Est-ce que ça fait une unité? D'un côté, vous avez les études classiques de Chowdhury qui, inspirées de Brodel, disaient que l'océan Indien fonctionnait comme la Méditerranée, et donc vous avez une unité. Sauf que par la suite, déjà vous avez eu des critiques sur l'unité de la Méditerranée de Brodel, unité à partir de quoi? La géographie, puis Brodel employait le mot de civilisation, Chowdhury l'employait aussi. Aujourd'hui, ça pose problème. Ça pose problème pour les études européennes, ça pose encore plus de problèmes pour les études dans l'océan Indien, où on dit, bon, quelle civilisation? C'est hindou, c'est musulmane, et ça tire tout de suite. Donc, la question est assez ouverte, parce que vous avez une unité qui est souvent reconduite à une unité géographique, celle de la mousson, et de certaines caractéristiques de l'océan Indien, qui auraient eu des implications sur tout le reste. On peut le prendre comme point de départ. Ça me pose problème parce que l'unité donnée exclusivement par l'environnement me pose problème. D'accord? La mousson, on est d'accord, mais on peut l'utiliser de manière différente. Donc, à partir de là, encore une fois, je pense que ça vaut la peine de voir comment cette unité éventuelle est appréhendée et mise en pratique par les acteurs mêmes. D'accord? Donc, je voudrais la laisser comme question ouverte. Et on voit qu'est-ce que ça veut dire de revendiquer une unité ou vice-versa, des différences majeures entre des parties différentes de l'océan Indien. Est-ce qu'on intervient partout de la même manière ou on intervient de manière différente? D'accord? Du côté britannique et français, c'est une grande question. D'accord? Est-ce que c'est la même chose ou pas d'intervenir en Indonésie, en Inde et en Afrique orientale? Et l'océan Indien, ça va jusqu'à la Chine ou c'est seulement la partie occidentale? D'accord? Aujourd'hui, cette manière de poser la question pose problème parce qu'il y a, comme vous pouvez l'imaginer, des enjeux scientifiques et des enjeux institutionnels. Des amis ont créé des unités à l'étranger qui s'appellent Centre sur l'océan Indien. J'essaie de poser la même question à l'école des hautes études. Les amis sinologues m'ont dit « Non, attends, Alessandro, oui, ça va, on peut dialoguer, mais nous et les Indiens, on n'a rien à voir, et surtout pas les Africains, donc tu parles de quoi ?» Et c'est une vraie question. Comment on définit les aires culturelles? Mais là, ce n'est pas que des questions institutionnelles, c'est des questions scientifiques. Par exemple, si vous raisonnez sur l'océan Indien, vous mettez l'océan au cœur. D'accord? Est-ce que c'est pertinent ou bien vous devez relier une partie des terres à une partie de la mer? Vous pouvez suivre toute autre démarche, ce que j'avais fait dans un autre ouvrage, cette fois-ci en français, en reliant les steppes. Donc, vous pouvez avoir quelque chose qui va non pas en suivant l'océan, mais une unité dans les steppes, dans la partie asiatique qui relie Russie, Chine et Asie centrale.
Donc, ça se prête à discussion, mais c'est un vrai point, et c'est un vrai point à discuter. Je trouve que c'est important de le prendre en considération pour nous, parce que je vous donne un petit exemple. Lisez un numéro 2001 des Annales, où on voulait discuter de Braudel et de son approche en perspective transnationale. Parmi les auteurs, il y avait Maurice Semard, pour célébrer toujours Braudel, et il y avait Bin Wang, spécialiste de la Chine et quelque part d'histoire globale. Si vous lisez l'article, Bin Wang interprète Braudel à sa manière. Braudel, le premier, vous disait la Méditerranée, ça fait une unité, et justement l'islam et la chrétienté font partie d'un ensemble. Arrêtons de les opposer. Puis le vieux Braudel avait un peu changé d'attitude. Mais disons, la Méditerranée, ça faisait ensemble. Bin Wang, qu'est-ce qu'il fait? Il le lit de toute autre manière et il dit il y a des gens qui voient l'unité de la Chine avec les Mongols, pas du tout. Les Han, c'est une chose, les Mongols sont une autre, exactement comme Braudel avait dit, les chrétiens, c'est une chose, et les musulmans, c'est autre chose. Donc, il réinterprète Braudel pour dire, c'est vraiment autre chose, et il le transplante du côté des Chinois pour dire, les Mongols, c'est vraiment pas nous. Donc, cette définition des airs, c'est vraiment un problème important, et je trouve qu'il ne faut pas le sous-estimer. Donc, certains éléments maintenant qui m'intéressent. Donc, vous avez 3 volets, d'accord, pour discuter de ces questions. Vous avez les marins, vous avez les esclaves et les immigrés. Alors, primo, j'ai fait le pari de ne pas séparer, comme on le fait normalement dans l'historiographie, les gens overboard et les gens dans le bateau. On a des historiographies différentes en disant, moi j'étudie les marins, et les autres étudient les esclaves. Le problème est que vous avez beaucoup d'esclaves marins et des marins qui sont esclaves. Et donc ça me pose problème, cette séparation. C'est pourquoi j'ai essayé de voir comment en concret la frontière venait définie et mise en pratique. D'accord? Donc c'est pourquoi je veux les deux. Alors, je vais aller vite sur ça parce qu'il y a la France, puis il y a l'Angleterre, sinon on ne s'en sort plus. Je vous donne juste les éléments pour discuter. Alors, première chose, vous avez un déclin et un héritage très fort du travail fortement contraint sur les bateaux français. D'abord, malgré la suppression officielle des galères, vous avez des formes de galères qui persistent au XVIIIe siècle, et ensuite vous avez des formes de travail contraint très importantes. Ça arrive jusqu'à Vidocq, si vous voulez, dans lesquelles la marine est décidément liée à l'emploi de criminels prétendus, réels, de convicts du côté anglais, et donc avec une présence forte de la contrainte. Première chose. Deuxième chose, une contrainte très importante pour le recrutement. D'accord? Je peux recruter du côté des prisonniers de guerre ou bien des prisonniers ordinaires. Je peux aussi recruter par la force. Et en France, on essaie d'emporter le critère britannique, on va y arriver, le critère de la presse. Donc, je m'amène dans les ports et je ramasse tout ce qui bouge. Donc, après, on signe plus ou moins un contrat pour avoir du free will. Et c'est bon. Alors, on essaie de le faire. Ça marche moyennement parce qu'il manque les informations, parce que les administrateurs locaux censés recensés, les marins qui traînent dans les ports, n'ont pas toute l'information à la marine militaire, aussi parce que les communautés locales protestent, surtout pour les pêcheurs, vous enlevez toute la main-d'œuvre, après on fait comment? Donc, si vous voulez, il y a des négociations habituelles, comme il y a des recrutements forcés. D'un côté, on essaie de respecter des quotas qui viennent d'en haut. De l'autre côté, on dit je n'ai pas trouvé vraiment, il n'y avait pas beaucoup de monde, voilà, j'en ai trouvé 10, pas 25, il y a des estropiés, il y a des vieux. On négocie. Donc, mais la tentative est justement de recruter d'abord par la force. Et ça marche moins bien qu'en Angleterre. Et on va voir pourquoi. Deuxième, ça commence déjà à la fin du XVIIe. On essaie de compenser ce recrutement lent, forcé dans une certaine mesure, par la mise en place d'une pension pour les veuves et les orphelins, ou voire pour ceux qui ont des accidents. Quelque part dans l'histoire des retraites en France, on oublie que vraiment les premières expériences ne viennent pas des fonctionnaires, tout azimut, ça vient des marins. C'est là qu'on commence à expérimenter cette manière de donner une pension, justement. En échange de quoi? On va le voir,
un échange d'un service beaucoup plus long que dans les autres secteurs. Et puis, il y a un recrutement complémentaire au 18e des soi-disant marins coloniaux. D'accord ? En principe, les effectifs seraient moins importants que du côté anglais. En réalité, il faut faire attention parce que quand on a dit qu'il y en avait moins, on s'appuyait sur les rôles des équipages, y compris de la Compagnie des Indes. Vous en avez certains en ligne quand ils partent de France. Donc vous avez des rôles d'équipage. En même temps, il y a d'autres sources. Il y a des sources à Pondichéry et il y a des sources liées au cahier du capitaine. Et sur les autres sources, vous trouvez que finalement le recrutement n'était pas si secondaire pour deux raisons. Primo, parce qu'il y avait un taux de mortalité relativement élevé, comme on avait dans l'océan Indien, et donc il fallait remplacer. Et deuxième, parce que comme le savent les historiens de la marine en France, une manière de compenser les moindres gages pour les marins était de dire vous faites du petit commerce illégal, des pacotis, qu'on donnait sur place. Si les marins se mettent à faire du commerce, il faut trouver quelqu'un d'autre pour manœuvrer. Donc, ce qu'on retrouve est qu'il y a un recrutement local, parce que les bateaux restent souvent 2-3 ans dans l'océan Indien. C'est la même chose du côté de l'Atlantique avant de revenir en France. D'accord ? Donc, pendant 2-3 ans, on puise chez les marins locaux, qu'on jette ensuite dessus bord, d'une manière ou d'une autre, quand on doit revenir en France. D'accord ? Donc, ils ne sont pas là. Au départ, ils ne sont pas là à l'arrivée, mais ils sont là sur place. Donc, on recrute des Indiens, on puise avec le recrutement plus ou moins contraint sur les communautés de pêcheurs indiens. On essaie d'embriquer aussi ces laptos. C'était avant les laptos sénégalais, beaucoup plus connus, mais ça c'est fin 19e. Là, c'était des marins plutôt africains qu'on appelait laptos et qu'on recrutait en faisant du commerce entre l'Afrique et l'Inde. Donc, on retrouve les recrutements de laptos. Vous avez aussi des images déjà de l'époque. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart de ces systèmes continuent après la Révolution. D'accord ? Vous avez après la Révolution, non pas la presse, mais vous avez les mêmes problèmes. Combien on recrute pour la marine militaire ? Qu'est-ce qu'on fait avec les communautés locales ? Surtout que désormais, vous avez une conscription, après Napoléon, beaucoup plus large, même si ce n'est pas la conscription qui est mise en place au XXe siècle, comme vous le savez. Donc, vous avez à nouveau une spécificité qui consiste à dire, par rapport à l'armée de terre, les marins sont mobilisables, sont mobilisés plus longtemps, et surtout ils sont remobilisables tous les 3 ans. Et en échange, on vous donne une pension. Donc vous avez tout au long du 19e des débats, est-ce qu'il faut avoir l'un contre l'autre ? Évidemment, sous le Second Empire, l'idée de c'est quoi cette pension ? Il faut du marché libre comme tous les autres, donc on élimine la pension. Mais du coup, comment on fait pour recruter tout le temps et pendant longtemps ? Donc il y a des débats qui continuent tous les siècles, d'accord ? En France, on laisse en place la pension pour les marins. Le problème se pose au moment où, et c'est ça ce qui m'intéresse, le contrat de travail change en France. D'accord ? Vous avez auparavant, et ça m'intéresse, on va le retrouver aussi après, vous avez certains contrats de travail en France, que je ne vais pas détailler, s'appellent louage d'ouvrage, louage de service, okay, avant comme après la Révolution. Et ils vont jouer un rôle important pour définir, d'une part, les immigrés après l'abolition de l'esclavage, je vais y revenir, c'est les engagés, et d'autre part, les marins. D'accord ? Ces deux-là, comment on les pose par rapport à louage d'ouvrage ou louage de service ? Parce que même sur la marine marchande, vous quittez, vous êtes un déserteur. Donc c'est une catégorie spéciale, en France comme en Angleterre. Ce n'est pas seulement la marine militaire, vous avez le même argumentaire pour la marine marchande. Alors, et c'est là qu'il devient important de voir la définition de la part des acteurs de qu'est-ce que c'est qu'un marin. Alors, vous avez déjà au XVIIIe des conflits sur la définition entre marins, pêcheurs et matelots. Elle est faite par les recruteurs, elle est faite par les communautés elles-mêmes. Les communautés elles-mêmes de marins-pêcheurs disent « Mais écoutez, là, on retrouve de plus en plus des gens qui viennent de l'intérieur des terres, ce n'est pas des vrais marins, c'est des matelots, ça, c'est-à-dire des marins sans spécialisation. » Et là, c'est très intéressant parce que vous n'avez
jamais, et c'est un sujet sur lequel je travaille beaucoup pour d'autres domaines aussi, vous n'avez pas les idéaltypes d'acteurs sociaux, le paysan, le marin, etc. C'est vrai pour l'agriculture industrie, sur la proto-industrie et plein d'autres choses. C'est vrai aussi pour les marins. Vous avez les marins pêcheurs qui font tous un petit peu de commerce, mais aussi de l'activité agricole sur place, mais minoritaire. Et vous avez vice-versa des gens qui viennent de l'intérieur de terre et que pendant un certain moment font les matelots. Donc ils n'ont pas le savoir-faire, mais il y a de la pluriactivité des deux côtés. C'est juste que l'activité principale n'est pas la même. D'accord? Mais ce qui compte, c'est que la pluriactivité est là, pour les deux. Conflit, pour dire, ça c'est des matelots, c'est pas des marins pêcheurs. Et cette distinction augmente non seulement à cause du recrutement, ce que je viens de dire. On recrute qui? Les marins pêcheurs ou aussi les matelots pour la marine. C'est important aussi pour les marins proprement dit. Pourquoi? Parce que avec la pêche de plus en plus loin, progrès technique et pêche au large jusqu'à Terre-Neuve, et surtout avec la marine marchande coloniale, on a du mal à recruter des marins pêcheurs prêts à partir pendant 3-4 ans dans l'océan Indien. Ok? Et du coup là, la distinction recommence, marin ou marin pêcheur, qui est recruté par la Compagnie des Indes. C'est un vrai enjeu. Si vous voulez des marins pêcheurs, il faut des changements techniques qui permettent d'avoir recours à des gens qui savent plus ou moins être sur un bateau sans être des marins professionnels. D'accord? Donc ça c'est important au 18e, 19e, et ça recommence, comme je viens de le dire, au 19e avec la vapeur. Avec la vapeur, là ça change à nouveau. Parce que vous avez non pas seulement les matelots, vous avez des ouvriers qui s'occupent des machines. C'est des marins ou c'est pas des marins? Est-ce qu'on les recrute pour l'armée, pour la marine ou pas? Ou pour l'armée normale? Donc, premier enjeu. Deuxième enjeu, est-ce qu'ils ont droit à la pension des marins ou pas? La réponse est non. Parce que sinon, on donne à tout le monde la spécificité. Donc, on ne les recrute pas pour l'armée comme les marins, proprement dit. On dit là, c'est des ouvriers qui sont juste sur des bateaux, mais ça reste des ouvriers. Ok? Donc, toutes les communautés font du lobbying sur les ministères pour dire on ne peut pas élargir à ce groupe-là les droits des marins. Ok? Mais la question se renverse complètement, et c'est très intéressant jusqu'à nos jours en France, se renverse au moment où les ouvriers, eux, obtiennent une nouvelle loi, comme vous le savez, après 1998, la loi sur les accidents de travail, un premier welfare state en France, et protection des ouvriers, précisément ceux qui travaillent avec des machines. D'accord? Donc, en ce cas-là, si ces marins rentrent dans la catégorie ouvrier, ils ont une protection plus importante que les autres. Et donc, immense débat. Avant, on refusait qu'ils soient des marins, maintenant on dit, s'ils sont des marins et qui ont la protection sociale, mais liée à la nouvelle loi, les autres marins aussi ont droit à la même protection sociale. Donc, on renverse complètement la position, d'accord? Et donc, vous avez les syndicats désormais admis sur la limite entre un marin professionnel et quelqu'un qui travaille avec les machines. Est-ce qu'on le met dans la même catégorie ou pas? L'enjeu n'est pas le même. Si c'est la pension pour les marins ou bien la sécurité sociale est liée aux accidents du travail et donc au côté ouvrier. D'accord? Donc, cette ligne de frontière change tout le temps. C'est le fruit des négociations liées à ces changements à la fois techniques, sociaux et politiques. D'accord? Donc, cette ligne se modifie. La différence, c'est qu'avec la sécurité sociale, les deux coûtent beaucoup plus cher. Et du coup, la France, comme l'Angleterre, on va le voir, tape beaucoup plus sur le marché colonial. Donc, avec l'essor de welfare state fin 19e, vous avez une hausse du recrutement des marins étrangers. En France, comme en Angleterre, comme ailleurs. Et donc, le fameux marché global prend de l'essor avec l'essor du welfare state, avec le même argument en France et en Angleterre. Comme ça, je le dis maintenant et je ne le dirai pas après pour l'Angleterre. Les syndicats des marins sont absolument contre toute protection des marins coloniaux ou des marins qui viennent d'ailleurs. Okay? Donc, la protection, c'est pour les nationaux. On n'élargit pas la protection aux autres. Et là, c'est un point très ferme pour les marins, mais aussi pour les autres. On travaille actuellement sur l'évolution du droit colonial en matière de travail. L'État social et le welfare est décidément protectionniste.
donc exclusion du travail colonial de tout ce qui est nouveau droit de travail. Donc c'est lié aux marins, mais c'est lié aussi à autre chose, et c'est général. Côté anglais, je vais essayer d'aller plus vite parce que sinon là on s'en sort plus. Alors côté anglais, prenez le côté français, mais c'est plus radical en ce qui concerne le recrutement forcé, 18-19. La presse marche très très bien. C'est d'ailleurs une des raisons, contrairement à ce qu'on raconte sur les émeutes, sur l'indépendance aux États-Unis, c'est pas seulement les taxes, le coton et tout le reste, c'est le recrutement. Parce que la Royal Navy pensait utiliser la presse, pas seulement en Grande-Bretagne même, mais dans les colonies américaines. Et ça provoque vraiment des émeutes. Donc, ça marche très bien, on recrute tout ce qui bouge. Après, même s'ils sont ivres, on met en croix parce que du côté anglais, on a vraiment besoin de justifier le free will in contract, donc on a en croix du marin endormi. Mais il y a deux choses qui sont très importantes. Énormément de débats sur est-ce possible dans un pays où la Magna Carta est là de kidnapper des gens pour la marine. On a énormément de débats politiques mais aussi juridiques. La plupart des magistrats anglais disent que ce n'est pas possible de kidnapper ainsi les gens. Parce qu'on a du droit ici. On n'est pas comme dans les pays barbares. Il évoque tout le temps ça dès le 18e au 19e. Mais la réponse est ce droit n'est pas valable pour la défense et pour la marine. La marine permet de suspendre, et la sécurité nationale permet de suspendre la Magna Carta et les droits fondamentaux. Et donc, on ne change pas. 18e et 19e, ils restent sur cette position. Les magistrats sont contre, et la réplique des ministères, des autorités, c'est « vous avez tort, c'est pas valable pour la défense nationale. Donc, on recrute comme on veut. » Donc, première chose. Deuxième, le mouvement abolitionniste et les marins. Là aussi, le mouvement abolitionniste dit, mais écoutez, c'est pas possible de recruter de cette manière, et puis regardez les conditions, c'est pire que les esclaves. Ces marins sont des esclaves. Et vous avez une superposition très importante du débat sur les libertés des marins en Grande-Bretagne et l'abolition des esclaves. On cite toujours l'affaire Somerset, 1772. Vous savez, c'est le premier qui aurait lancé la campagne abolitionniste, quand justement Somerset, ramassé aux États-Unis en tant qu'esclave, débarque en Angleterre, et là, on applique le principe que j'avais évoqué avant, erreur du maître, il met le pied en Angleterre, il est libre. Et donc, à partir de là, il y a toutes les contestations qui viennent des Amériques, des propriétaires, les mouvements abolitionnistes qui prennent de l'ampleur, et tout part autour de Somerset. Or, ce que les historiens de l'abolitionnisme ne disent pas, que si vous lisez l'ensemble de la décision de Somerset, Somerset avait travaillé, non pas seulement comme esclave en général, aux Caraïbes, mais il avait été employé comme marin esclave. Et du coup, la deuxième partie de la décision est liée au statut du marin, et du marin esclave. Et il ne faut pas séparer les deux. Je ne sais pas pourquoi les historiens séparent tout le temps les deux, mais bon, en tout cas, vous lisez l'ensemble, il était marin aussi. Et du coup, ça part, les marins, on fait comment? Et comment on fait avec les marins nationaux? Sont-ils des esclaves ou pas? Paradoxe, le mouvement abolitionniste, comme vous le savez, a une morale assez forte. Donc, on le sait aujourd'hui, Adam Smith était un garçon sympa, personne ne l'écoutait. Donc l'argument économique sur l'abolition de l'esclavage marchait vraiment pas en Angleterre. Par contre, l'argument moral et religieux marchait très bien. Donc c'est ça l'élément. Mais précisément à cause de ça, les marins posent problème. Pourquoi? Parce qu'on dit, écoutez, on libère les esclaves et il y a les marins nationaux qu'on kidnappe, qu'on traite n'importe comment. Il faut les libérer. Réponse. Déjà, la Navy, c'est contre, parce que la Magna Carta n'existe pas, c'est la sécurité. Et là, le mouvement abolitionniste trouve aussi un argument et il dit, après tout, c'est vrai, le noir, il est kidnappé en Inde, il est kidnappé en Afrique, il est innocent, c'est comme un enfant. Le marin est un ivrogne débauché qui fait du sexe partout et qui, justement, il est mis sur un bâton. Alors, c'est pas du tout le même cas de figure et c'est bien qu'il expie ses péchés. Donc, expiation des péchés, et le mouvement abolitionniste ne suit pas jusqu'au bout. Il y a tout le temps les débats, même après l'abolitionnisme, encore les années 40, les années 50, les marins méritent cette situation parce que c'est une bande de débauchés. Donc, ça reste de côté. Et du coup, ça converge avec l'argument de la défense. Donc, c'est précisément l'argument moral qui joue ce rôle.
Rôle fondamental pour les esclaves et rôle également fondamental pour les marins. On n'élimine pas ça. Et bien entendu, du côté anglais, vous avez un recrutement beaucoup plus important qu'en France. Il y a pas mal d'études des marins coloniaux. Donc, à l'origine, c'est la même raison. Donc, mortalité, manque d'effectifs et besoin de compenser sur place. En plus, avec l'occupation de l'Inde, on a beaucoup plus de navires qui restent sur place. Ce n'est pas que des navires militaires, c'est aussi des bateaux commerciaux. Et on recrute largement du côté indien. On recrute largement, mais il y a une vraie différence, parce qu'au 19e, après tout, il n'y a pas de pension pour les marins britanniques. D'accord ? Donc c'est là une différence avec la France. On recrute du côté des marins coloniaux, même si les marins britanniques ne coûtent pas cher par rapport aux marins français. D'accord ? Parce qu'on les kidnappe et on les met sur les bateaux. Mais on recrute quand même. Et on recrute quand même précisément parce que, comme vous le savez, c'est l'autre façade de la puissance de la Navy par rapport à la marine française. C'est beaucoup plus puissant, ça demande beaucoup plus, la marine joue un rôle beaucoup plus important et les effectifs sont beaucoup plus demandés qu'en France. Et du coup, ils recrutent continuellement et de manière très importante du côté des marins coloniaux. Par contre, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Les marins coloniaux, même après l'abolition de l'esclavage, n'ont pas le droit de débarquer en Grande-Bretagne. C'est une obsession, pas seulement pour les Français, mais aussi pour les Britanniques. Pourquoi ? Parce qu'après, c'est la pagaille du point de vue des droits. Ils ne sont pas des véritables immigrés, ils sont des déserteurs, même si c'est la marine marchande, c'est des déserteurs. Donc, au 19e, ça reste le problème des droits des marins et des coloniaux, donc ils sont exclus. Et fin 19e, avec le welfare, c'est encore pire. C'est encore pire parce que là, il y a énormément d'archives sur ce point. Si vous débarquez en Grande-Bretagne, bon, ça c'est un peu petit, mais bon, c'est pas grave. Donc, si vous débarquez en Grande-Bretagne et on vous laisse là-bas, qu'est-ce que vous faites ? Primo, vous enlevez le pain de la bouche des marins anglais, qui vient tout juste de commencer à s'émanciper grâce à la Shipping Federation. Vous emportez des lascars et vous leur donnez les droits des marins anglais, c'est fini, c'est la concurrence déloyale. Donc les fédérations et les syndicats sont absolument contre ce recrutement de marins coloniaux, ou à la rigueur qu'ils restent dans les colonies et sur les bateaux britanniques, mais dans les colonies. Ils n'ont pas le droit de débarquer en Angleterre, autrement ils commencent à prétendre au même droit que les marins britanniques, et ça pose problème. Et deuxième, comme vous le savez, encore une fois, vous mettez en place le welfare, c'est déjà compliqué, il s'élargit petit à petit à certaines catégories et pas d'autres. Les syndicats ne sont pas prêts à l'élargir à l'ensemble du monde du travail. Donc ça passe par catégorie, et les coloniaux, encore une fois, ils restent en dehors. Donc le temps se durcit même avec la mise en place du welfare au tournant du siècle en Angleterre. Donc même évolution qu'en France, vous avez les premières lois de protection du travail pour les Anglais et durcissement vis-à-vis de l'immigration coloniale et des marins en particulier. D'accord ? Sauf que, justement, ça ouvre une brèche très importante parce qu'avec le welfare, le coût des marins nationaux augmente et le recrutement des lascars monte en flèche au XXe siècle. En Grande-Bretagne aussi. D'accord ? Donc, c'est un développement majeur, ça ne se réduit pas. Et vous avez encore, voilà, vous avez énormément de lascars, comme on disait, sous les bateaux britanniques. Voilà, ça c'est photo 1950. Bon, après, ils font de la musique parce qu'ils sont vraiment bien sous les bateaux britanniques. Donc, en gros, ça reste le problème. Donc, quand on parle de la globalisation et des marchés des marins de nos jours, alors, je ne veux pas faire l'historien qui dire que c'était déjà avant, parce que sinon, le vice, je ne sais pas si dire de nous, en tout cas l'historien, c'est dire c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et deuxième, c'était déjà avant. Alors, c'était déjà avant, c'était quand même un petit peu différent, on peut revenir après, mais il y a quand même des continuités liées, de mon point de vue, primo à cette gestion compliquée de l'Empire, et deuxième, pour le XXe siècle, c'est le rôle du welfare et du colonial qui pose problème. Et les marins, c'est un peu l'exemple pur et dur de cette tension.
Alors, je vais aller plus vite parce que à côté des marins, vous avez les esclaves et vous avez les immigrés. Donc, ça fait partie du même monde. Pour quelle raison? Primo, je saute un peu, je suis désolé, mais bon. Sous l'esclavage dans l'océan Indien, il ne faut pas raisonner dans les termes, je l'ai déjà dit, de la plantation atlantique. Même si vous avez Réunion et Maurice où vous avez exactement des plantations. Donc, en tout cas, pour les raisons que j'avais dit avant, c'est quand même différent. Vous avez énormément quand même de dossiers sur le rôle des esclaves, et c'est très important. Dans les régions où je travaille, c'est vraiment très petit. C'est un petit peu l'Inde et c'est beaucoup Maurice et Réunion. Donc, c'est des petites îles par rapport au reste de l'océan Indien, particulières parce qu'à un moment donné, vous avez de la plantation. D'accord? Mais donc, si vous la prenez sur la longue durée, dès le 18e, avant les plantations, vous pouvez avoir une histoire longue de l'esclavage et après de l'abolition dans ces régions. Pourquoi ça m'intéresse? Déjà parce qu'ils ont un système tout à fait semblable, sauf qu'au 19e, ils appartiennent à deux empires différents. 18e, c'est Empire français, 19e, Maurice passe du côté anglais. Mais ils gardent quoi? Les droits pénals, c'est anglais, droit civil, c'est français. Sauf que le travail, ça rentre du côté du droit pénal. Les Master and Servants Act, je vais y revenir, c'est fondamental, c'est du pénal pour le travail. Partout, pas seulement à Maurice, partout dans l'Empire britannique, et y compris en Grande-Bretagne, le travail est régi par des lois pénales, des sanctions pénales. C'est pas comme au XXe siècle. Donc, on a oublié ça, mais c'est du pénal, le travail. Donc, à tenir compte de cette coexistence de règles différentes. Deuxième chose, là je vais sauter, je ne sais pas ce que je vous avais mis. Oui, bon, il y a énormément de documents sur lesquels on devrait revenir un jour sur les transactions devant notaire à Maurice et à la Réunion. Vous avez tout, vous avez le prix, la qualité de l'esclave, la quantité, l'origine, bon. Vous avez aussi des archives assez importantes, justement. Le marronnage est également important que partout ailleurs. La différence, c'est que c'est plus difficile de se cacher à l'île Maurice et à la Réunion qu'en Inde ou en Afrique. Mais surtout à l'île Maurice, il y a des communautés de marrons assez importantes. D'accord? Et ça va rester ce mot fugitif ou runaways partout. J'insiste parce que là, on va sortir un ouvrage, c'est collectif, mais ça va sortir un ouvrage collectif justement sur les runaways, parce que c'est un mot que vous retrouvez pour les militaires, pour les marins, pour les esclaves, pour les immigrés et pour n'importe quel servant britannique. Jusqu'à la fin du 19e, sont tous des runaways et éventuellement des vagrants. Et je vais y revenir. Le fait que cette catégorie soit utilisée de manière si large est assez significatif. D'accord? C'est pas dire que ce sont tous des esclaves. Justement, ce qui m'intéresse, cette zone grise. C'est le fait que toutes ces catégories que nous distinguons, de leur point de vue, ça rentre dans une seule et même catégorie. Vous vous éloignez, vous êtes un runaway soumis à des lois pénales. D'accord? Vous êtes marin militaire, c'est ça. Marin commercial, c'est ça. Esclave, évidemment, mais aussi colon, immigrant et servant, y compris en Grande-Bretagne. Alors, ce qui m'intéresse, c'est l'aller-retour. Peut-être je vais moins parler de la Réunion, parce que sinon on ne s'en sort plus. Alors, je vous donne l'exemple de Maurice, parce que ça tire du côté britannique. D'accord? Alors, qu'est-ce qui m'intéresse dans la manière dont l'abolition a été faite? Les débats sont immenses, et vous le savez, et les débats portent surtout sur quoi? Est-ce que l'abolition, c'est du réel ou c'est juste formel? Vous connaissez les débats, là je résume de manière abrupte, mais en gros ça tourne autour de ça. C'est juste une norme et après ils sont pires qu'avant, ou bien c'est vraiment la liberté. Et là vous avez les orientations plus ou moins libérales, les orientations plus ou moins marxistes, qui tirent des deux côtés. Ce qui compte c'est le droit, ce qui compte c'est la réalité économique et sociale. Je trouve que c'est un débat relativement limité. Donc ce que j'ai essayé de faire, c'est de voir primo quelles règles, parce que souvent on voit seulement une norme, mais il y a des procédures. Les procédures font partie des normes. Qui a le droit de mobiliser le droit? C'est pas la même chose qu'un droit théorique. D'accord? Donc, primo, je veux savoir vraiment en détail quelles sont les normes. Ensuite, je veux voir comment on arrive à les mobiliser. Et donc, j'ai essayé de voir en détail les archives, plantation par plantation, les plaintes des travailleurs
leur possibilité de se défendre ou de ne pas se défendre. Donc, je n'avais aucun préjugé, je veux voir en concret. On leur prend les gages, est-ce qu'ils ont le droit de se défendre? Ou bien on les met au fer. Vous avez les deux, mais on peut le voir en évolution, plantation par plantation, au fil du temps, et essayer même de quantifier ça. D'accord? Donc, je veux voir en concret qu'est-ce que ça veut dire du côté des duties et du côté des rights, mais en détaillant right per right et duty per duty des immigrés après l'abolition de l'esclavage. D'accord? Alors, première chose, pour le qualifier, il faut faire l'aller-retour avec la Grande-Bretagne. Ce n'est pas deux mondes séparés, ils emploient les mêmes règles. D'accord? Première chose, vous avez une période intermédiaire, comme vous le savez, entre l'abolition de l'esclavage théorique et la mise en liberté qu'on appelle apprentissage. Apprentissage, très simple, parce qu'il faut apprendre à vivre dans la société libre et éventuellement un métier. Sauf que les esclaves savent déjà travailler. Mais c'est là où vous avez les mêmes débats en Angleterre, 1832-33, encore une fois, les historiens, je ne comprends pas, ils les séparent. Vous avez les historiens de l'apprentissage qui discutent de l'évolution des droits de travail et des pratiques de travail en Angleterre, et les historiens de l'esclavage de leur côté. Or, vous allez regarder dans les British Parliamentary Papers et dans tous les débats de l'époque, pour eux, c'est une même question. Si l'ex-esclave devient un apprenti, on s'appuie sur les normes sur l'apprentissage en Angleterre et en même temps, il faut les faire changer. Parce que les jeunes Anglais, ce n'est pas des esclaves quand même. Et donc, on les fait changer de quelle manière? Vous avez un aller-retour continu entre construction de l'apprenti en Angleterre et apprenti dans les colonies, en tant qu'ex-esclave. D'accord? Et c'est pourquoi le fait de dire l'esclave, après tout, est comme un enfant, ce n'est pas juste de la rhétorique. Il y a une signification juridique. C'est comme l'apprenti. Il n'a pas de volonté propre, et donc il est sous l'autorité du maître, comme l'apprenti est sous l'autorité du maître, voire de papa, jusqu'à l'âge adulte. Et donc, pareil, on prévoit 7 ans, c'est la même période, pendant laquelle l'apprenti, sans avoir de véritable droit, travaille pour son maître. D'accord? Et ils exportent ça d'Angleterre. Sauf que vous avez un effet de retour, changement des normes sur l'apprentissage en Angleterre, en réaction à ce qui se passe dans les colonies. D'accord? L'abolition de l'esclavage a un impact immédiat sur les règles au travail en Grande-Bretagne même. Sauf que dans les colonies, une fois que vous abolissez l'esclavage, vous avez aussi de nouveaux immigrants. C'est partout, c'est dans les Caraïbes, c'est dans l'océan Indien. Une partie des esclaves ne reste pas sous les plantations, donc vous avez besoin de nouvelles main-d'œuvre. Alors, est-ce qu'ils ont les mêmes droits et obligations ou non? Les nouveaux immigrés sont en principe libres. Est-ce que c'est comme les ex-esclaves ou pas? Alors, ex-esclaves et immigrés ne s'aiment pas. Ils viennent de régions différentes. Souvent, auparavant, c'était des Africains et là, c'est des Indiens. Deuxième, il y avait auparavant des Indiens, mais là, ça change de région d'origine, ça change de caste, comme ils le disent, même si la caste est quand même assez cachée. Dans les sources, c'est un problème parce que les Indiens des castes supérieures ne déclarent pas leur véritable caste parce que sinon, en principe, ils ne sont pas pris par les maîtres. Ils n'aiment pas les gens des castes supérieures. Deuxième, ils ne sont pas bien acceptés par les autres non plus. Mais vous avez parmi les origines des conflits dans les plantations, quand on mélange des Indiens avec des Africains et même des Indiens venant de régions différentes. Tout de suite, c'est des pétitions qui ne veulent pas être dans la même baraque. Et c'est un des éléments de conflit les plus importants. En pratique, c'était très amusant de voir en concret qu'est-ce qu'ils faisaient. Il y a des lois qui sont théoriquement parfaites, mais jusqu'où? Égaux devant la loi, on est d'accord. Mais les immigrés, du point de vue statutaire, sont des servants. Et c'est ça le vrai point. Quand on dit on est égal ou non devant la loi, en Angleterre même, un master et un servant n'a pas les mêmes droits judiciaires, pas juridiques. Le problème de la plupart des historiens est qu'ils disent, sous les textes de loi, ils sont tous égaux devant la loi, et ensuite, ça ne marche pas. Il y a une étape intermédiaire, très importante du point de vue même juridique. Vous avez un premier texte de loi égal devant la loi. Ensuite, vous détaillez les droits de mobilisation de la loi. Et là, en Angleterre même, les masters et les servants n'ont absolument pas les mêmes droits. Et donc, ce n'est pas contractuel, ou pas seulement contractuel, c'est très important.
c'est aussi statutaire. D'accord? Il y a un statut pour les uns et pour les autres. Donc, l'historiographie conventionnelle, vous avez le statut Ancien Régime, le contrat au 19e, le retour du statut avec le welfare state, ça ne marche pas trop. Vous avez des contrats au 18e, en France comme en Angleterre, vous avez beaucoup de statuts aussi au 19e. D'accord? Vous avez un statut juridique pour les femmes, un statut juridique pour les immigrés. Du point de vue statutaire, c'est différent. Pour les apprentis, ils n'ont pas les mêmes droits que les autres acteurs. D'accord? Donc, ce qu'ils font les Anglais, c'est juste exporter les Master and Servants Act dans les colonies. Ok? Ensuite, il y a des variations colonie par colonie. Mais ils s'appuient décidément sur les Master and Servants Act anglais, britanniques, tels qu'ils sont utilisés en Grande-Bretagne même. La différence est quoi? Est le taux de enforcement des deux côtés. Le taux de persécution pour les immigrés, on a des données désormais parce qu'il y a eu beaucoup d'études pour les archives locales, pour la Grande-Bretagne, puis moi je l'ai fait pour Maurice. Le taux d'enforcement change en Grande-Bretagne suivant la région, suivant l'époque, mais ça reste inférieur au taux de prosécution et de condamnation des travailleurs servants dans les colonies et à l'île Maurice en particulier. Donc c'est sans comparaison. D'accord? Alors, quels sont les éléments de conflit et où ils s'en sortent mieux ou pire? Premier argument de conflit, c'est les wages. Heureusement, les sources, même à Maurice, sont aussi en français pour une raison très simple. Parce que les sources anglaises vous parlent de wages tout le temps. Et en français, vous avez les salaires et les gages. Et là, c'est des gages. C'est logé nourri. C'est comme les domestiques. Vous parlez de wages, après, il faut faire plein d'autres explications pour expliquer que ce n'est pas un salarié. En tout cas, les immigrés, c'est des servants logés nourris. Donc, les conflits, et vous avez énormément d'archives. J'ai perdu pas mal de temps parce que vous avez des détails plantation par plantation sur combien on paie chaque individu. Donc, il y a des archives de plantation sur 30-40 ans. Et vous l'avez individu par individu, combien il a par semaine, par mois, et surtout les retenues. Parce qu'il avait énormément de retenues, parce qu'il ne produisait pas bien, il ne respectait pas le maître. Et les retenues étaient importantes, pourquoi? Parce que là, c'était des indentured. Indentured, ça veut dire qu'on a anticipé les frais du voyage, en échange, on travaille gratuitement pour rembourser. Plus vite vous remboursez, plus vite vous partez. Plus lentement vous remboursez, plus vous restez là-bas sans être payé. Donc, le jeu consistait à augmenter les pénalités, et vous avez tous les détails dans les archives des plantations. Combien de fines et pour quelles raisons vous avez pour chaque individu. Et donc, vous avez, ce que je peux en tirer est une chose assez simple. Primo, les fines sont beaucoup plus importantes dans les petites plantations que chez les grands. Les grands, même dans les débats, sont beaucoup plus libéraux, entre guillemets, que les petits. Peut-être parce qu'ils étaient plus sympas, mais tout simplement, primo, ils bénéficient d'économies d'échelle, ils n'ont pas besoin d'être si durs que les petits. Deuxième, les petits étaient terrorisés par l'idée de perdre 1 ou 2 travailleurs immigrés parce qu'après, ils ne savaient pas comment récupérer des nouveaux travailleurs. Ils se plaignaient du fait que quand ils arrivaient sur l'île, les grands connaissaient le gouverneur, connaissaient les marchands, et ils attrapaient tous les immigrés. Donc pour eux, c'était fondamental de ne pas les perdre. Donc ils durcissaient les fines, ils durcissaient les violences. Donc sur les petites plantations, la violence est vraiment à l'ordre du jour. Mais moralité, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils perdaient de plus en plus de travailleurs, qui étaient des runaways. Donc les petits se plaignent tout le temps que les travailleurs s'échappent, comme ils se plaignaient auparavant que les esclaves s'échappent. Et où est-ce qu'ils vont les esclaves? Ou les travailleurs maintenant? Parfois c'était des marrons, parfois ils vont en ville, et plus souvent ils vont sur les grandes plantations. Donc il y a tout le temps des litiges. Je sais que chez toi, il y a mes immigrés. La réponse est prouve-le. Le magistrat est entre les deux et 3 fois sur 4, ça penche du côté du grand planteur parce que l'immigré, c'est pas en propriété. Donc, il a le droit de passer par là, d'autant plus que le petit le fouettait. Donc, il a le droit de passer chez le grand. Donc, c'est tout le temps des conflits qui tirent du côté d'une concentration des propriétés, de plus en plus importante. Donc, il y a convergence entre la protection des immigrés ex-esclaves ou non, grand propriétaire, et Angleterre libérale. Donc,
ça va de ce côté-là. Deuxième élément de violence, c'est évidemment la protection de la santé, un principe obligatoire. Dans la réalité, chaque fois qu'il y a inspection, il n'y a aucune protection de la santé. Et pire, dans les archives des plantations, ce que j'ai trouvé, c'est assez impressionnant, ils mettaient énormément de fines si on était malade. En principe, c'était interdit. Si on est malade, on n'est pas payé. Et déjà, donc, vous n'avez pas de sécurité. Là, si vous étiez malade, c'était classé comme absentéisme. Et donc, vous avez double jour de fine. Et plus vous étiez malade, si ça dépassait les 15 jours de maladie, vous tombez du côté de deserter, même si vous étiez par là. Et donc, on pouvait vous couper la moitié de tous les gages qu'entre-temps, il avait gardés pour, en principe, financer le voyage de retour. Donc, ces abus sont sans cesse. Vous avez de la violence physique, mais la violence physique était quelque part moins présente et ils étaient beaucoup moins concernés. Et ça, c'est un vrai point quand on me dit « tu ne parles pas de la violence ». On en est aujourd'hui à parler de la violence en famille, etc. Pendant 2 siècles, ce n'était pas le premier argument. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était de récupérer leur gage et de revenir en Inde. Le fait d'être fouetté, ils faisaient parfois des déclarations, mais ce n'était pas ça. Et même quand arrivaient les gens d'Angleterre pour dire « mais quand même, tu es fouetté, il faut le dire », ils disaient « oui, mais ça va, moi je veux les gages. Après d'avoir raison parce que j'ai été fouetté, c'est bon, mais où sont mes gages ?» Donc, leur vrai problème, c'était d'avoir des... Bon, là, c'était des comptabilités. Bon, d'accord. Bon, en tout cas, j'en ai quelques milliers, heureusement. Ils ont même été retranscrites. Il y a les comptabilités des plantations, et puis il y a une partie qui était retranscrite par les gouverneurs. Donc, ils reprenaient les mêmes fiches que j'ai et ils mettaient ça impropre. Bon, je saute sur tout ça. Donc, ce qui m'intéresse est une chose un peu... donc, en concret, l'évolution de ces conditions. Absolument mauvaise et usage de la loi absolument nul pendant 20 ans. Sur ça, les critiques ont raison. C'est-à-dire, années 40-50, ils dénonçaient, au mieux, ils étaient fouettés. Donc, il y a énormément de cas. Ils s'amènent chez les juges locaux en disant « mais on me fouette, on me prend les salaires, j'aimerais avoir mes droits ». Calomnie et fouetté, mis au fer et renvoyé à la plantation. Donc ça ne marche vraiment pas. Ça s'améliore pendant les années 60 et donc les conditions commencent à s'améliorer. Pour quelles raisons? Primo, parce qu'évidemment il y a le mouvement abolitionniste, mais deuxième, de manière paradoxale, le prix du sucre chute. Et en chutant, il casse encore plus les petites propriétés. Du coup, elles ferment boutique. Elles restent beaucoup plus sous les grandes propriétés, qui ont beaucoup moins d'intérêt à fouetter ou à prélever les salaires parce qu'ils ont une main-d'œuvre considérable et surtout ils commencent à utiliser des machines. Donc la question change radicalement. Et troisième, et ça c'est spécifique à l'île Maurice, si on retrouve les puissances multiples et variées, des marchands indiens rachètent toutes les propriétés en faillite. Et donc le nouveau propriétaire, c'est un Indien. Donc grands espoirs des Indiens, on nous traite mieux. Ils les traitent même pire que les autres, ça vient de régions différentes, de castes différentes. Ils n'ont aucun problème que ce soit des Indiens, c'est pire. Et en principe, l'indentured est aboli en 1916, mais parce qu'il y avait toujours des conflits du côté de l'Inde, en disant, vous nous prenez la main-d'œuvre. Donc, et en plus, elle est maltraitée. Donc, le contrat d'indentured concernant les Indiens est aboli en 1916, et vous avez l'immigration plus ou moins contrainte au XXe siècle. D'accord? Je m'arrête là, c'est mieux.